Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces d'un personnage oublié et inconnu de l'épopée napoléonienne, en la personne de Louis-Nicolas Dubois, qui possède la confiance de Napoléon. Mais sa principale mission est avant tout de surveiller le ministre de la police, Joseph Fouché. Les deux hommes se ressemblent, possèdent la même ambition, mais ne sont pas placés au même niveau politique. Vous voulez en savoir plus sur le préfet Dubois? Venez avec moi. En 1776, Louis-Nicolas Dubois vient à Paris pour étudier le droit et la procédure chez un procureur du Châtelet, et 6 ans plus tard prête le serment d'avocat à la Grande Chambre du Parlement de Paris. L'année suivante, en 1783, il achète une charge de procureur au Châtelet, où il a comme collègues Réal et Fouquier-Tinville, deux futurs jacobins. La Révolution ayant réformé la justice et supprimé les procureurs, Dubois s'installe comme avoué en 1791, charge d'officier ministériel qui était chargé de représenter les partis devant certains tribunaux. Dubois s'abstient sous la terreur de se mettre en avant. Il est nommé juge au tribunal le 3 janvier 1795, puis au tribunal civil de la Seine le 22 novembre 1795. En avril 1799, une note anonyme et confidentielle concernant le personnel des tribunaux de la Seine porte sur Dubois l'appréciation suivante. Il est incapable de contrarier les vues du gouvernement, mais l'opinion publique ne se prononce pas en faveur de sa moralité et de son désintéressement. Abandonnant la magistrature, il est ensuite nommé commissaire du directoire dans cette administration. Il retrouve Réal, nommé par Barras, commissaire du gouvernement de Paris. Après le coup d'État du 18 Brumaire, Réal fait entrer Dubois au bureau central chargé de la police de Paris. Sous le consulat, la loi organique du 17 février 1800 sur l'organisation administrative de la France soumet Paris à un régime spécial, sans maire ni conseil municipal, sous la tutelle d'un préfet de police et d'un préfet de la Seine directement aux ordres du gouvernement. Tout d'abord oratorien, puis professeur et enfin avocat de la Loire-Inférieure, aujourd'hui Loire-Atlantique, département réputé conservateur et peu acquis aux idées de la Révolution, Joseph Fouché est envoyé siéger à la Convention nationale en septembre 1792. Membre du parti des Girondins, il intègre le comité de l'instruction publique, puis rejoint le camp des montagnards après s'être rapproché des Girondins lorsqu'il s'oppose à l'opinion de son département en votant le 17 janvier 1793 la mort du roi Louis XVI, choix qui le poursuivra toute sa carrière. Ses excès sont mentionnés dans les missions qui lui sont confiées, la Convention à Nantes, Nevers et Lyon, ce qui lui vaut de connaître une période difficile sur un plan politique. On l'accuse notamment d'avoir détourné puis dilapidé des fonds sous la Terreur. C'est ainsi, en 1797, que Barras, soucieux d'un possible retour des royalistes sur le devant de la scène politique, lui intime de s'occuper de la police secrète. Un accord avec Seyès et le Directoire. Barras le nomme en juillet 1799 ministre de la police générale, ministère alors situé quai Voltaire. Il rattache le bureau central, la police parisienne, au ministère pour mieux contrôler Paris. Sa carrière est motivée par le fait d'affaiblir les royalistes qui se réorganisent et les jacobins qu'il juge trop puissants. Fouché fait fermer les sociétés populaires jacobines et leurs clubs, notamment en censurant leur presse. Quant aux royalistes, ils se montrent plus subtils en agissant par la ruse, en semant la division parmi leurs troupes. Il leur explique qu'ils doivent se rallier à lui pour faire arrêter les révoltes, ce que certains d'entre eux acceptent sous promesse de compensation. Ainsi, en à peine 3 mois, la droite pense voir en Fouché un défenseur capable de la protéger des insurrections. Fouché cherche avant tout par ce biais à obtenir un homme de confiance, capable de surmonter un régime affaibli, miné par la corruption. Cet homme, il pense le trouver en Bonaparte, jeune général victorieux le 5 octobre 1795 de l'insurrection royaliste. Il continue de se montrer méfiant de Barras, qu'il perçoit comme désireux de rétablir les Bourbons, ce qui lui coûterait son poste et sa tête. Étant mis dans la confidence de la préparation des événements du 18 Brumaire, il a entre ses mains la possibilité de faire réussir ou échouer chaque tentative. Il choisit Bonaparte en décidant de ne rien faire pendant le coup d'État se déroulant à Saint-Cloud, restant à Paris et ignorant les remontrances de terrain de ses directeurs. Cela marque son ralliement à Bonaparte et sa rupture avec Barras.
Fouché a élevé au niveau du mythe la fonction policière. Il est le créateur de la police moderne, doublé d'un génie politique. Fouché, écrit Balzac, se réservait une grande partie des secrets qu'il surprenait et se ménageait sur les personnes à un pouvoir supérieur à celui de Bonaparte. Le ministre de la police est un homme qui doit se mêler de ceux qui le regardent et surtout de ceux qui ne le regardent pas, ajoutait Talleyrand. Fouché a éclipsé les autres policiers de son temps. Pourtant, le règne de Napoléon fut marqué par la multiplication des polices parallèles et leur rivalité. En réalité, Fouché n'eut qu'un rival, le préfet de police Louis-Nicolas Dubois. À plusieurs reprises, il a été doublé par ce dernier, qui rêvait de le supplanter et de devenir à son tour ministre de la police. Louis-Nicolas Dubois, préfet de police, sous les ordres du ministre Joseph Fouché, qui le considère comme un subalterne et ne fait aucune opposition à cette nomination. Dubois a alors 42 ans, un an de plus que son ministre, mais pas de passé politique. Au début, les rapports entre les deux hommes sont bons. Ils collaborent lors de l'enquête sur l'explosion de la machine infernale de la rue Saint-Nicaise le 24 décembre 1800. Mais Dubois perçoit très vite que Fouché, trop proche des Jacobins, n'a pas la confiance du premier consul. Fouché s'efforce de freiner l'évolution du régime vers une forme monarchique. Nommé au Conseil d'État, Dubois va prendre la position inverse, en parlant avec chaleur en faveur du consul à vie, ce qui le fait remarquer de Bonaparte, qui voit en lui un surveillant utile de son redoutable ministre. Une conspiration militaire se développe en mai 1802 à Rennes. Des libelles appellent à l'insurrection de l'armée contre le tyran. Bernadotte en est le bénéficiaire, sinon l'instigateur. Fouché, proche de Bernadotte, ignore-t-il ce complot? Dubois le découvre et en profite pour prendre en défaut son ministre. Celui-ci minimise l'affaire et Bonaparte, soucieux de ménager Bernadotte, lui donne raison. Quand Bonaparte disgrâce Fouché en 1802, Dubois ne lui succédera pas. Le ministère est supprimé. Le préfet fut pourtant du zèle lors de la découverte en 1803 de la conjuration de Cadoual. Mais quand le ministère est rétabli, il l'est au profit de Fouché. Celui-ci réorganise la police, divise la France en arrondissements. Celui de Paris est confié à Dubois. Réal reçoit le nord et l'ouest. Dubois reste le subordonné de Fouché, mais ne perd pas espoir de le supplanter. En 1808, une occasion s'offre à lui. Le général Mallet, un ancien général connu pour ses opinions républicaines, réunit un groupe de conspirateurs. Son projet est profiter d'une des absences de l'empereur pour annoncer sa mort et proclamer un gouvernement républicain. À son retour, Napoléon sera mis devant le fait accompli. Des indiscrétions parviennent jusqu'à la préfecture de police. Dubois fait aussitôt, sans prévenir Fouché, arrêter 2 des membres de l'entourage de Mallet, lesquels avouent tout. Une nouvelle fois, Fouché a été pris en défaut. Il réagit immédiatement. Le préfet de police fait beaucoup trop de bruit et parle trop de cette affaire. Il annonce à tout le monde que plusieurs membres du Sénat sont compromis dans un prétendu complot. Les membres du Sénat se plaignent à leur tour de la légèreté du préfet, qui voudrait faire croire à un grand incendie pour avoir l'air de l'éteindre. Napoléon finit par se laisser convaincre que la conjuration n'avait aucune consistance. Aucune consistance? La seconde tentative de Mallet en 1812, qui faillit réussir cette fois-ci, montre que c'est Dubois qui avait raison. L'échec du préfet lui rogne les ailes. Quand Fouché fut une nouvelle fois disgracié le 3 juin 1810, Dubois n'eut pas encore le ministère. Napoléon lui préfère un homme de confiance, Savary. En réalité, l'empereur n'avait plus besoin de Dubois une fois que Fouché était écarté. L'incendie de l'hôtel Schwarzenberg, où les pompiers qui relèvent de Dubois firent montre d'une totale impéritie, précipitant en octobre 1810 la chute du préfet. Dubois réapparaît comme député à la Chambre des 100 jours. Il s'efface sous la Seconde Restauration. S'il avait gardé des papiers compromettants pour certains personnages, il n'en fit pas usage. L'histoire l'a oublié, et fut pourtant l'un des meilleurs limiers de Napoléon et premier préfet de police. Il sut donner à l'institution qu'il dirigeait une réputation parvenue jusqu'à nos jours. Comme on l'a vu, Louis-Nicolas Dubois, qui devait devenir le puissant préfet de police de Paris sous le consulat et l'Empire, est né à Lille le 20 janvier 1758 dans une vieille famille du Nord. Cependant, suite à un accident, il perd sa place au profit de Joseph Fouché,
qui depuis lors rêve de récupérer et de devenir ministre de la police. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.